Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Nous sommes sur les sagas du cinéma et nous sommes là pour parler des Dents de la Mer deuxième partie et non pas des Dents de la Mer 2 parce que les Dents de la Merde en France ça ne serait pas passé du tout. Ou alors on aurait bien rigolé. Alors disons Jaws 2 pour faire plus simple et on a du pain sur la planche parce que j'ai autant à dire sur Jaws 2 que sur Jaws 1, la vidéo qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite sans perdre de temps, allons-y pour Jaws 2. Don't give me that shit point! Jaws 2, c'est un film qui est souvent considéré au mieux comme un film moyen. Une suite presque indigne, en tout cas qui souffre de la comparaison avec le premier, qu'on considère moins pire et donc passable par rapport à Jaws 3D ou Jaws The Revanche. Et je trouve que les critiques d'une manière générale, pas toutes mais d'une manière générale, sont très sévères avec ce Dents de la Mer deuxième partie ou Jaws 2. Et je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que c'est un film moyen, voire un film de série B, juste là pour divertir. Pour moi, c'est plus que ça. J'aime beaucoup les Dents de la Mer deuxième partie, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette vidéo, en parlant dans une première partie du projet Jaws 2, et comment il a été produit et réalisé avec les conditions catastrophiques, identiques, voire pires que celles du premier. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur ce film, qu'est-ce que j'aime en particulier dedans, qu'est-ce qui pour moi est vraiment très réussi, ce sera dans la deuxième partie. Remettons-nous dans le contexte de Jaws 2, nous sommes en 1978, donc je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Allons-y! La sortie des Dents de la Mer a été un véritable raz-de-marée. Un raz-de-marée qui a tout balayé sur son passage, le premier Dents de la Mer ayant ramassé plus de 470 millions au box-office, produit pour seulement 10 millions, lançant ainsi la vague des blockbusters. Plus rien ne sera jamais pareil après les Dents de la Mer avec les Star Wars, avec les Aliens, avec beaucoup d'autres univers qui vont être amenés très riches avec des films à gros budget, à sensations, très visuels, de plus en plus marquants, et tout vient de ce Dents de la Mer. Et donc par conséquent, dès 76, on a commencé à voir venir des films similaires avec des gros monstres terrifiants increvables, plus ou moins réussis, avec par exemple Grizzly, le monstre de la forêt, en 1976, alors je peux rien dire, je l'ai pas vu, mais le nom me fait quand même assez marrer. En 77, tu as eu Orca, un film qui est très marquant, et puis en 77, on a eu Piranha. C'est un peu comme Halloween en 78 qui a lancé les Vendredi 13, les Freddy, les Griffes de la Nuit, et il y a eu aussi beaucoup de dérivés, les films maniaques, les films horribles, des noms qui en disent long, vous voyez. Chacun voulait avoir son psychopathe, et chacun voulait avoir son monstre. Et tout est parti encore une fois de 1975 et des Dents de la Mer. C'est assez balèze. Et bien que le duo Zanuck et Broad qui ont produit le premier Dents de la Mer n'était pas pressé de remettre le couvert parce que le tournage du premier était épuisant, ils se sont dit quand même fort logiquement qu'au bout d'un moment, avec toutes ces séries de clones et de films dérivés qui sont sortis derrière, que si eux ne faisaient pas la suite de leur propre film, quelqu'un le ferait à leur place, et peut-être beaucoup moins bien. Ce qui sera vraiment le cas à partir des Dents de la Mer 3 et 4, mais ce sera les sujets des prochaines vidéos évidemment. Donc l'idée du projet Jaws 2 est lancée, mais on ne sait pas exactement de quoi on va bien pouvoir parler cette fois-ci. Et l'idée numéro 1, c'était de parler de tout ce qui était naufrage de l'Indianapolis, que Quint a évoqué dans le premier film. Et puis au bout d'un moment, tu te dis c'est quand même risqué de faire une suite qu'on attendrait comme étant une suite Dents de la Mer, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est juste le développement d'un flashback entre guillemets ou d'une histoire dans le passé d'un des personnages qui en plus est décédé. Parce que c'est quand même risqué, on va faire la suite que tout le monde veut. La suite que tout le monde veut, c'est quoi? C'est retourner à Amity avec les Brody. Et dans ce cas-là, qui dit se remettre dans le contexte du premier film et reprendre vraiment la suite, dit refaire revenir éventuellement Steven Spielberg, et également Roy Scheider, l'interprète du personnage principal, et Richard Dreyfuss qui interprétait Hooper. C'était pas gagné. Déjà parce que Spielberg était occupé sur le tournage de Rencontre du troisième type, dans lequel il a engagé Richard Dreyfuss, donc les deux ne sont pas disponibles. Restait donc à contacter Roy Scheider, qui lui n'a pas envie de faire le film. Lui aussi, il a eu du mal à digérer le premier, mais il est contraint par contrat avec Universal, et c'est assez fourbe, mais c'est ce qu'on appelle faire une pression, de faire 3 films après les Dents de la Mer. Il a fait le Convoi de la Peur l'année d'après, donc il a remboursé une partie de sa dette, et on lui propose, pour faire les Dents de la Mer deuxième partie, de faire comme si ce film comptait pour 2, tellement il est chiant à faire,
Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'après Les Dents de la Mer 2, Roy Scheider sera libéré de son contrat avec Universal. On lui promet également un énorme cachet et également un pourcentage sur les recettes. Donc tu ne peux plus dire non. Mais tu y vas à reculons et n'a pas du tout envie de le faire malgré le fait qu'il soit engagé. Et j'y reviendrai parce que ça a amené certaines difficultés de plus, comme s'il y en avait besoin, sur le tournage. Le fait que seul Roy Scheider soit engagé parmi le casting de départ, mis à part Murray Hamilton qui rejoue le maire et Ellen Brody qui rejoue sa femme, ça va complètement influencer l'écriture du scénario parce que du coup, Martin Brody sera seul face à la bête cette fois-ci, là où ils étaient 3 au minimum dans le premier film. Et c'est John Hancock, le réalisateur, qui va ramener sa femme qui est également scénariste, qui vont s'atteler à remodeler le premier scénario qui ne leur plaît pas, en allant vers une histoire de ville fantomatique. Un film qui s'est jamais remis de l'attaque du requin du premier film, avec des commerces aux 3/4 fermés, une ville morte, brumeuse, filmée majoritairement de nuit, bref, une ville fantôme. Avec un scénario beaucoup plus noir, où Brody voit des requins absolument partout, y compris dans les piscines municipales, voire même il voit des centaines de requins sur l'eau qui viennent vers lui en même temps quand il fait des cauchemars, bref, c'est centré sur la psychose de Brody après les événements du premier film, et sur la volonté du maire de faire revenir les touristes via des techniques un peu mafieuses pour recoller le plus possible à ce qui était prévu dans le premier film qu'ils n'ont déjà pas fait. Donc, scénario très noir qui devait amener, selon certaines rumeurs et selon certaines photos qu'on a vues dans le tournage, à la mort de Brody, donc du personnage joué par Roy Scheider, d'une crise cardiaque à la fin du film suite à tout ce qu'il voit dans ses cauchemars. C'est très noir, je sais pas ce que ça aurait donné, en tout cas l'idée va être reprise dans Les Dents de la Mer 4, de faire partir de personnages comme ça. Mais le pire c'est que le scénario va être adopté, ils vont se dire pourquoi pas, allez, allons-y, le scénario est bon, et le tournage va commencer. Avec la même équipe technique que dans le premier film, à savoir Joe Elvis qui va reprendre son rôle de directeur artistique plus réalisateur de deuxième équipe, donc il va prendre un petit peu de galon, et il prendra encore plus de galon parce que ce sera le réalisateur du troisième. C'est un des nombreux problèmes du troisième, mais on n'y est pas encore. On engage le même retraité qui va revenir, malgré le fait que quelque part, selon certains dans le studio, à lui tout seul, il aurait pu couler Universal, avec son requin qui ne fonctionnait jamais. Mais vu que le film a rapporté énormément, on s'est dit, bon, on peut se le permettre. Et John Williams à la musique, j'y reviendrai en fin de vidéo. Le requin n'étant pas prêt pour le début du tournage, vous devinerez pourquoi, on va commencer comme dans le premier film à se rabattre sur les scènes qui se passent sur Terre, à Martha Vineyard, là où on a tourné le premier film, donc il y a vraiment même cadre, même paysage, mêmes autochtones, même musique, et il y a une certaine continuité avec le premier qui est bienvenue, et c'est un des points forts du film selon moi, mais j'y viens dans ma deuxième partie du pourquoi j'aime le film. Car le réalisateur ne va pas amener satisfaction sur le tournage. Pour des scènes très simples sur Terre, sur la famille Brody ou des plans de la ville, il va avoir énormément d'hésitation sur comment filmer ça, il va changer d'avis souvent, et au niveau des rushs, ça passe pas du tout. Les images qui ressortent de ces tournages ne donnent aucune satisfaction, et ils se disent qu'on est au début et que ce film va à la catastrophe si on ne change pas quelque chose maintenant. Et tu réalises, au bout de 2-3 semaines de tournage, que cette idée d'un Amityville aussi sombre, aussi brumé dans une ambiance presque hivernale, avec des personnages aussi marqués, ça va peut-être pas le faire pour un film d'été, où on veut voir des gens en maillot de bain, on veut voir des gens avec des maillots de couleur, on veut voir des gens se faire bouffer, et ils se sont dit, mais est-ce qu'on est en train de faire le bon film finalement ? Alors tu dis ça une fois que tu as acté le réalisateur et le scénario, et que tu as l'équipe technique qui est en place, et le tournage qui a déjà commencé, et c'est là que tu te dis, peut-être que c'est pas le bon choix. Oh la vache. C'est que le début, et du coup il y a eu des dissensions sur vous allez faire un film tel que je le conçois, un film simple, un film bateau. Un film bateau c'est pas mal ça aussi. Et du coup, bon, il y a pas mal de dissensions qui ont fait qu'on a décidé de tout changer à 3 semaines de tournage. Changer le réalisateur, changer l'histoire. Qui dit changer l'histoire, dit changer une partie des personnages qui avaient été engagés, notamment les jeunes. Parce qu'à la base, il devait y avoir le fils de Quint, du premier film, qui venait chercher le cachet de 10 000 $ de son père, et qui devait faire équipe avec le fils Brody. Ça devait être un des arcs narratifs. Mais une fois que tu dis non à tout ça, t'es obligé de licencier la moitié du personnel. C'est fort quand même, ces ricains. Et malgré ça, il y a quelques plans de ces scènes tournées par Hancock qui sont dans le montage final, les scènes de nuit sur le port d'Amity dans le début du film, où on voit le phare avec les mouettes qui s'envolent à côté, et on voit ce bateau qui flotte là, tel un bateau fantôme, encore une fois. Dans ces voire cette petite minute de film, on sent vraiment l'ambiance qui aurait dû être là au départ, et figurez-vous que c'est une ambiance que j'aime énormément dans Les Dents de la Mer deuxième partie. Dommage qu'elle ne fasse pas partie du projet, entre guillemets, même si elles ont été sauvegardées.
Mais n'oublions pas qu'on n'a plus de réalisateur, qu'on n'a plus d'équipe, qu'on n'a plus d'acteurs, et que le film a commencé. Comment dire, mis à part que c'était la panique à bord, absolue, et qu'il fallait du coup déjà engager un réalisateur, et là, vu que certains mois se sont passés, on s'est dit, et Spielberg dans tout ça, il en est où par rapport à son film? Universal est allé supplier Steven Spielberg de s'y atteler, et Spielberg a dit qu'il y réfléchirait, à condition qu'on reporte le tournage à l'année suivante, ce qui veut dire qu'on perd énormément d'argent, parce qu'il faut tout annuler, et qu'il réécrive tout à zéro. Et finalement, il va dire, non mais même pas, je vais pas le faire parce que je veux pas revivre l'enfer du premier film, donc trouvez autre chose, et c'est là que le nom de János Vark, un réalisateur français ou franco-belge, il faut que je vérifie, est proposé, et il va prendre le tournage en plein vol, comme ça, il va être embarqué dans le truc, il va pas se poser de questions, il va juste se dire que c'est une chance énorme pour lui de faire la suite du film le plus bankable de tous les temps, Les Dents de la Mer, premier du nom, et que du coup, peu importe la merde qu'il allait se taper, le fait qu'il fallait réécrire au jour le jour, le fait que le requin ne marcherait probablement pas parce que c'était connu, et bah tant pis, parce que le gars, il va quand même faire un film hollywoodien. Même si je vais en baver, même si je vais devoir être sacrément ingénieux pour essayer de compenser les mois de retard qu'on a déjà, j'y vais. C'est ainsi que János Vark va proposer, en arrivant dans les premiers jours, de réécrire le scénario pendant 2 ou 3 semaines, le temps de filmer et de tourner quelques scènes d'action qui étaient jugées déjà bonnes, qu'on va conserver dans le scénario de base. C'est la scène du hors-board qui va être filmée pendant au moins 2 semaines. Le temps qu'on tourne ça, on réécrit. Et on va réécrire à la machine à... Ça, c'est une machine à écrire que je suis en train de faire. On va écrire le scénario dans une chambre d'hôtel par Carl Gottlieb, le scénariste du premier film qui avait été engagé en catastrophe pour essayer d'humaniser tout ça. Il va refaire exactement la même chose et va donner ses pages de scénario jour par jour pour les tourner le lendemain. Ça fait 2 fois qu'il nous sauve la mise, le gars, quand même. Le film se remet en route. Le réalisateur va aussi recaster une bonne partie de l'équipe de départ, parce que du coup, il faut à nouveau d'autres mômes, un peu plus légers par rapport au scénario de départ, et il va aussi faire revenir l'adjoint Jeff du shérif du premier film, qui a été viré du tournage du deuxième, parce que ça passait pas avec le réalisateur, et comme le réalisateur change, il va se dire, mais il est où l'adjoint? Moi, je l'aimais bien, ce personnage, dans le premier. Et du coup, on va le faire revenir. Quel bordel quand même. Ça va quelques jours comme ça, sauf que le requin ne fonctionne pas, comme d'habitude. Parce qu'en 3 ans, tu peux te dire que tu as appris, mais ce requin fait par la même personne, avec certes des moyens un petit peu plus élaborés et plus costauds, parce que là, le requin, on va vouloir le voir en entier. J'y viendrai après, mais on va le voir plus souvent, il va faire beaucoup plus de choses, il va se cogner contre d'autres trucs, il faut qu'il soit un peu plus costaud et qu'il se casse pas en deux aux premiers essais. Mais l'eau de mer et le requin, ça marche toujours pas. Je vous passe les détails de la mer où il fait gris puis beau d'un seul coup, le vent va déplacer le matériel, ou tout simplement ces voiliers, comme j'avais dit, qui étaient en fond et qu'il fallait attendre qu'ils passent pour commencer à retourner. Les galères étaient exactement les mêmes. Décidément, on n'apprend jamais vraiment. Et le calendrier du film, s'allongeant de mois en mois, va amener un autre problème, à savoir ce pauvre acteur Murray Hamilton, qui joue le maire, qui va voir sa femme subir une biopsie à cause d'un cancer qu'elle a malheureusement, et va devoir quitter le tournage en catastrophe alors que tout commençait enfin à se remettre en place. Donc si tu perds le personnage du maire, ça peut poser problème. Donc ils vont trouver la solution de rechanger le planning encore, et de tourner toutes ces scènes en 2 jours. 2 jours où on ne tourne qu'avec lui pour qu'il puisse être libéré du tournage et repartir. Et ça se sent à la fois dans l'interprétation du maire qui a toujours l'air un petit peu triste, je pense que ça transparaît dans son jeu, pour le bien du film d'ailleurs je trouve, parce que le personnage du maire est beaucoup plus nuancé que dans le premier film, et surtout dans le dernier tiers du film, alors qu'on est encore à moitié sur la mer avec les jeunes et à moitié dans la ville, on ne le voit plus du tout à l'écran, parce qu'il était déjà parti. D'ailleurs, fait intéressant dans les scènes coupées, parce qu'il y a beaucoup de scènes coupées du film qui sont très bonnes, il y a le conseil municipal pour virer ou pas Brody suite à la scène de la plage. Ils ont voté pour le licenciement à 4 contre 1, et le seul qui va défendre le shérif, c'est le maire, suite à ce qui s'est passé dans le premier film, où quelque part il en doit une, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment appréciable dans cette deuxième partie, c'est que le maire n'est plus le pourri du premier film, ce rôle du promoteur qui voit le commercial avant la vie, on peut le dire comme ça, c'est celui qui joue Ralph Peterson, le gars qui est habillé en bleu là, qui du coup prend la place du maire dans le rôle du salaud de l'histoire. En parlant de Brody, je vous avais dit qu'il n'avait pas envie d'être là. Il n'avait pas envie d'être là, surtout après que le premier réalisateur ait été renvoyé, parce que Roy Scheider sortait d'un tournage où il n'a pas été au bout, parce que le film a été réécrit plusieurs fois que ça ne lui convenait plus. Donc tu as quitté ce tournage pour tourner de force et dans de la mer via un certain chantage. Et même chose quand t'es dans de la mer, tu revois ton scénario encore réécrit, le requin ne marche toujours pas, là tu veux plus être là, t'en as marre, donc il a été de très médiocre humeur pendant tout le tournage, surtout la première moitié, à tel point que ça va déclencher des bagarres quand même. Parce que Roy Scheider va se mettre à bronzer, alors qu'on lui interdit par contrat de le faire, à arriver en retard,
parce que j'adore l'interprétation de Roy Scheider dans Les Dents de la Mer deuxième partie. Mais ça se sent pas du tout, et c'est pour ça que c'est un pro, mais il a été infect. Reste plus gros à tourner les scènes de mer, encore une fois, avec ce requin qui ne fonctionne pas. Alors, il fonctionne pas, mais quand il fonctionne, il y a une difficulté supplémentaire par rapport au premier film, c'est que là, il y a beaucoup de petits bateaux, avec les jeunes là, qui du coup font une métaphore un peu des jeunes américains qui sortent en voiture faire des ciné-drive là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais là c'est la métaphore de je sors pas avec ma voiture, je sors avec mon bateau, et je trouvais ça assez malin d'ailleurs dans le scénario, mais là il y a beaucoup de petits bateaux, de petits voiliers partout où le requin doit passer un peu au travers de tout. Et le requin, il est toujours guidé sur son rail, mais les bateaux, eux, ils sont pas forcément amarrés. Et du coup, les bateaux, ils s'écartent et le requin, il passe trop loin, il passe trop près, il va dans l'autre sens. Et du coup, tu as du mal à le piloter et à contrôler à la fois le requin et à la fois les bateaux. Je pense notamment à la scène où le bateau est comme ça, où le requin doit passer à côté. Vous savez, il essaie de... Je vais ouvrir sa petite bouche, là. Il essaie de passer... Je vais me rapprocher. Il essaie de passer du bateau comme ça, il essaie de choper quelqu'un, il passe contre le bateau. Imaginez que cette scène-là, elle a pris des heures de tournage parce que le requin, il partait par là, il ouvrait pas la bouche. Donc c'était encore plus compliqué à manœuvrer ce truc-là, que je vais reposer ici, hop. C'était encore plus compliqué de manœuvrer ce truc parce qu'il faisait beaucoup plus de choses. On avait une volonté claire de le voir davantage et je trouve que c'est un point du film qui est à souligner. C'est que le réalisateur, à nouveau Janos Varg, dont je salue le travail, a eu l'intelligence et l'humilité de se dire que je ne suis pas Steven Spielberg et que l'effet de voir le requin au bout d'une heure et demie de film, tu peux pas le faire deux fois. Tu peux pas ne pas montrer le requin cette fois-ci parce que cet effet-là, ce requin qui sort de l'eau dans la scène culte des Dents de la Mer numéro 1, tu peux pas le refaire, tu ne peux pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de perdre de l'efficacité, un peu comme James Cameron et Alien 2. Tu vas faire plus d'action, c'est un sacrifice fait exprès pour te dire je vais faire un très bon film divertissant de série B et je vais pas faire un chef-d'œuvre, mais il va bien se tenir mon film. Moi je tiens énormément à la vision du réalisateur et quelles sont ses ambitions quand tu fais un film et surtout une suite. Comment décliner une licence jusqu'à épuisement, sauf que là, quand tu fais le numéro 2, tu as l'intelligence de te dire je vais montrer plus le requin parce que le premier ne l'a pas fait et je vais perdre en suspense. J'accepte le sacrifice pour aller vers autre chose et peut-être que j'aurai un film à 70% aussi efficace que le premier, mais je préfère 70% très bien que faire la même chose en moins bien, ce qui vaudrait 0. Ce que j'aime aussi dans le film, et je le développerai après, c'est le fait que au lieu de tourner en été comme on aurait dû, le tournage arrive, on est en octobre, septembre, octobre, novembre, et c'est là on attaque les scènes de mer. Et c'est pour ça que dans le film, t'as l'impression que c'est pas l'été, t'as l'impression que c'est une saison morte, parce que du coup, ça a été tourné soit au printemps, soit en automne. Et tu ressens du coup cette ambiance un peu déprimante quand même, disons les restes du scénario de départ de la toute première version avec Hancock. Et moi j'aime beaucoup cette amitié pré-saison avec les commerces qui sont pas encore tout à fait ouverts, il n'y a pas encore les estivants, mais le requin est déjà là. C'est pas comme s'il attendait jour pour jour, heure pour heure le début de l'été. Il est là en avance et du coup il va falloir l'affronter cette fois-ci seul. Ça renforce la solitude du personnage de Roy Scheider Brody qui cette fois-ci n'est pas épaulé par deux professionnels. Il va être seul, le seul à y croire. Et je trouve que c'est super bien renforcé par le fait que le requin, tu le vois au début, et pendant la moitié du film, tu ne le vois plus. Parce qu'on se demande s'il n'est pas mort de ses blessures, suite à la scène de l'explosion du bateau, et tu te dis que ça se trouve, le requin, il est déjà mort depuis un moment, et que Brody s'en fait pour rien. Donc tu sais à la fois qu'il a raison, mais tu comprends aussi les autres, parce que le requin, il n'y a vraiment aucune preuve qu'il est là. Et je trouve que ce cul entre deux chaises que tu as, parce que tu prends le parti de Brody que tu apprécies vraiment, mais en même temps, tu comprends cet isolement parce que du coup, tous les autres veulent passer à autre chose et lui, il n'est pas passé à autre chose parce que lui, il est trop marqué. Je trouve ça super bien foutu humainement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le film. C'est le développement psychologique du personnage de Brody et l'interprétation qui va avec de Roy Scheider qui, je trouve, dépasse celle du premier film. Même s'il joue pas exactement le même rôle, parce que dans le premier film, c'est un peu le boulet qui a peur de l'eau. Là, pour sauver ses enfants, il est obligé d'y aller tout seul et il y plonge. Bah, je trouve ça très bien foutu. Donc tu simules l'été en automne, ce qui va t'amener des difficultés. Tu vas devoir mettre des glaçons dans la bouche des jeunes pour qu'ils n'aient pas à souffler du givre, parce que du coup, effectivement, l'eau n'est plus à 24, mais à 18, 17. Donc pareil, quand tu vas dans l'eau, c'est pas le même effet. Et comme tout ce qui doit se passer mal se passe mal sur un tournage des Dents de la Mer, en tout cas pour les deux premiers, l'île artificielle sur laquelle il y a le générateur électrique qui alimente l'île, s'est carapaté et a disparu. En fait, c'est devenu une île flottante. Pardon, je viens de l'inventer. C'est un exemple plus de tout ce qui peut mal se passer dans le film. Tu construis une île artificielle parce qu'effectivement, si tu veux mettre le requin sur sa plateforme à côté de l'île, tu peux pas faire une vraie île parce qu'une vraie île, c'est en pente douce. Là, il fallait qu'il y ait rien. Donc, tu as vraiment construit une île qui flotte, parce que c'était vraiment une île flottante. Prends la tête à construire une île et l'île, bah oui, elle flotte. Et elle se barre.
ce tournage. Au moins aussi difficile que le premier, vraiment. Alors que tu peux te dire, on a connu l'enfer, la foudre elle tombe pas 2 fois au même endroit. Si, Les Dents de la Mer, c'est le meilleur exemple de foudre qui tombe 2 fois au même endroit. Et là, on est en décembre 77. On a commencé à tourner au printemps. Hein. Incroyable. Et là, il y a le patron d'Universal, Monsieur Schanberg en personne, qui débarque en jet, ou en hélico, j'en sais rien, et qui dit, hey, avant Noël, faut finir ça, hein, il y en a ras-le-bol maintenant. Donc, dans les dernières semaines, tu as travaillé 16 heures par jour avec 4 équipes différentes pour boucler le film, et la dernière scène à tourner, c'est la mort du requin. Pour la raison évidente que si tu électrocutes le requin, si tu le fais cramer, tu peux pas retourner la scène une deuxième fois ou le réparer derrière. Donc tu es obligé de faire ça à la fin. C'est un peu comme la scène de la 2 chevaux dans le corneau. Tu peux avoir qu'une seule prise, parce que tu vas pas remonter la voiture derrière si tu foires. Donc là, c'était exactement ça. C'est le dernier jour, on a 24 heures pour que ce requin à la con, il vienne mordre le câble. Alors c'est pas facile pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le requin il part par là, il va en dessous, il ouvre pas la bouche. Ou alors, quand on arrive à le faire mordre ce putain de câble, le câble ne s'allume pas, il ne se passe rien, il n'y a pas l'étincelle. La lumière commence à tomber, il va bientôt faire nuit, on se laisse une dernière chance de boucler ça, sinon on va redemander une journée de plus à la production. Et bah c'est la scène qui a été la bonne, la toute dernière. Et quand ce requin a commencé à cramer, et vu que t'as pas de deuxième essai, t'es obligé de faire avec ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a de la fumée qui sort de l'œil à un moment. C'est pas très réaliste, mais c'est en même temps t'avais pas le choix. C'est une maquette, c'est un jouet, c'est un gros jouet. Et donc s'il crame et qu'il y a des orifices, la fumée elle sort. Mais ce soulagement de se dire ça y est, on a fini ce film et on a tué le requin, c'est très symbolique, hein. Et on était le 23 décembre, et du coup ils ont fêté le lendemain, ou la nuit même, je sais pas si on était le 23 ou le 24, et ils ont fêté le réveillon de Noël tous ensemble, la seule fois où ils ont vraiment décompressé étant donné le retard qui était accumulé. Accouchement dans la douleur, encore une fois. Et près de 30 millions de dollars ont été dépensés finalement avec ces rallonges à répétition pour boucler le film, et c'est le film le plus cher de l'époque d'Universal. Je rappelle que le premier c'était 10 millions, là c'était quand même 3 fois plus. 30 millions de dollars, c'était énorme pour l'époque. C'est aussi la suite qui rapportera le plus de tous les temps à l'époque, mais en même temps les suites, dans les années 70, c'était pas encore à la mode de faire des suites de tout. Mais le film a quand même ramené près de 200 millions de dollars au box-office mondial. Alors 200 millions de dollars, c'est plus que moitié moins celui du premier, mais le premier, t'avais aucune garantie de faire un résultat pareil. Donc si tu sais que tu vas faire moitié moins bien, mais que la moitié c'est 200 millions de dollars, ça reste très rentable et très intéressant. Et pour ce qui est du film en lui-même, maintenant que j'ai évoqué les principales péripéties du tournage, pourquoi est-ce que je l'aime autant? Pourquoi est-ce que pour moi il est jugé trop sévèrement? Je vous propose de rentrer dans la deuxième partie tout de suite. Premier point fort, John Williams est toujours à la baguette. Il est toujours là et pour moi c'est un gage de continuité parce que quand tu changes de réalisateur mais que tu gardes le cadre, la même ville, avec les mêmes acteurs, en tout cas pour la plupart, et la même ambiance musicale, tu as cette continuité qui est indispensable pour que je sente encore l'aura du premier sur le deuxième, alors que dans le troisième, on va changer le réalisateur, on va changer le compositeur, on va changer les acteurs, à tel point que tu as l'impression que c'est plus les Dents de la Mer. Tu peux appeler ça Shark 3D, et c'est plus les Dents de la Mer du coup. Là, tu ressens vraiment que c'est un film Les Dents de la Mer, avec peut-être une composition de John Williams que Spielberg lui avait commandé dans le premier. Où je vous rappelle que dans le premier, Spielberg avait commandé à John Williams une musique un peu enchanteresse, un petit peu en contradiction avec le requin et son côté dangereux. Une musique aquatique, une musique liquide qui se sent, d'où la harpe d'ailleurs. Et le générique d'intro des Dents de la Mer deuxième partie, ou la musique de la chasse aux homards quand les plongeurs plongent à la moitié du film. J'adore cette bande originale. Je trouve qu'elle est aussi bonne que le premier, moins orchestrale, moins symphonique, plus aquatique, plus liquide, tel que je pense l'aurait voulu Steven Spielberg. Mais en tout cas, je suis content que John Williams soit encore là, c'est un gage de qualité que John Williams soit présent dans la composition de la musique d'un film. Donc c'est appréciable de se dire que tu es revenu dans l'amitié que tu as laissé, ce amitié authentique où chaque pêcheur est un vrai pêcheur, chaque médecin est un vrai médecin. Je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais je le ressens encore dans ce deuxième film et je le ressentirai plus jamais après. Dans les deux autres, tout sera faux, tout fera factice. Surtout le requin, mais on n'y est pas encore. Et du coup, je vous l'ai dit, mais j'aime vraiment l'ambiance automnale ou printanière, voire hivernale du film, où il y a moins de monde, les plages sont un peu plus désertes, c'est un peu plus triste. Alors paradoxalement, il y a plus de couleurs,
Il y a plus de rouge en fait à l'écran parce que Spielberg avait refusé d'utiliser du rouge sauf pour le sang. Il n'y avait aucun vêtement rouge dans le premier, aucun bateau qui était rouge dans le premier, à part peut-être la coque de l'Orca mais qui était plus marron que rouge. D'où les effets gore qui étaient plus impactants dans le premier film que dans le deuxième où il y a du rouge partout. Enfin, il faut dire que Svark n'est pas Spielberg visuellement. Le film est moins beau visuellement. Au niveau de la photographie, c'est pas la même chose. Mais sinon, il y a une vraie continuité que j'adore et une vraie ambiance de ville un petit peu morte, mais pas trop, pas autant que ça aurait dû l'être par rapport à la première mouture du scénario. Et ça renforce ce côté solitude sur les épaules du shérif Brody, qui, encore une fois, est pour moi le gros point fort du film. Et au-delà de cette ambiance un petit peu mortifère, j'apprécie certaines scènes qui sont des scènes clés et qui sont très réussies, surtout les scènes d'action. Je pense en premier à la scène la plus connue du film, la scène de l'hélicoptère, même si elle a été coupée, dans le sens où la scène, elle continue dans la scène coupée, où on voit le pilote en dessous du niveau de l'eau dans sa cabine, pris au piège, en train de se noyer, en train de vouloir sortir, sauf que le requin l'attaque. Et le requin l'attaque et en fait le force à se noyer. Du coup, on imagine, même si on ne le voit pas complètement dans la scène coupée, on imagine que du coup, il va préférer se noyer que d'aller se faire dévorer, ce que j'aurais sûrement choisi moi-même. Et cette scène était là pour faire écho et faire le parallèle à la scène de la cage immergée avec Hooper dans le premier film. Elle a été retirée soi-disant pour raccourcir le délai du film. Je pense que c'est aussi pour éviter d'interdire les films aux moins de 12 ans, parce que cette scène est particulièrement flippante quand même. La scène du hors-board aussi, un trésor d'ingéniosité à tourner, avec ce plan sur la vision du requin qui suit le ski nautique et qui suit à pleine vitesse. Et ça a été très dur de tourner ça, parce que le réalisateur a commandé en 15 jours à son équipe technique de créer une plateforme immergée un peu sur des rails, vous voyez, qui peut avancer très vite sans remonter à la surface, avec une caméra, avec un hublot dessus pour pouvoir vraiment avancer très vite sous l'eau comme si tu étais tracté à fond pour suivre cette planche de ski nautique. Il voulait ce plan-là, je veux voir les yeux du requin, je veux voir ce qu'il voit, il me faut cette scène-là. Et elle est très réussie, elle aussi. La scène de panique du shérif sur la plage où il tire à tout va, au risque de tuer quelqu'un ou de blesser quelqu'un, où il se sent complètement rejeté cette fois-ci, à raison, par toute la ville, sauf sa femme et aussi son fils, son petit bonhomme de Sean qui vient l'aider à ramasser les douilles sur le bord de la plage, avec la musique de John Williams qui encore une fois est magnifique et parfaite. Cette scène-là, à chaque fois, elle me touche. À chaque fois, j'ai ma petite larme à l'œil, cette scène-là. Et en fait, Les Dents de la Mer, deuxième partie, m'a plus touché émotionnellement, mis à part la scène avec la mort d'Alex et la mère qui, du coup, vient gifler Brody dans le premier film. Mais je ressens encore plus ça dans le deuxième film, avec cet isolement de ce pauvre chéri qui fait du mieux qu'il peut, qui est sûr d'avoir raison et qui, du coup, se sent complètement, encore une fois, rejeté. Et j'adore ce gamin qui vient l'aider à soutenir son papa malgré tout, à ramasser les douilles de ses balles qu'il a tirées dans le vide, en fait, dans l'eau. J'aime beaucoup cette scène. La mort d'Eddie aussi. Le pauvre acteur qui joue Eddie, d'ailleurs, ne savait pas nager. T'engages quand même un acteur qui est censé mourir dans l'eau, mais tu prends quelqu'un qui sait pas nager. Comme quoi, on aime bien se compliquer la vie quand même à Hollywood, hein, franchement. Mais elle est géniale, cette scène où quelque part, au début, il est juste aspiré dans l'eau comme d'habitude. Puis d'un coup, il refait surface et là, il est poussé par le requin qui va l'envoyer se plâtrer dans le bateau, le pauvre. Et après, il va essayer de remonter avant de se faire, encore une fois, aspirer. Elle est super bien foutue, cette scène-là. Elle fait un peu écho à la scène de Christy dans le premier film, la première tuée dans le premier film, où pareil, elle est baladée au-dessus de l'eau comme ça. Et c'est particulièrement violent à voir parce que tu vois rien de ce qu'il y a en dessous. Et là, c'est pareil. Pour une fois, tu ne le vois pas, le requin, et il faut se dire que quand tu le vois pas et que tu l'imagines, ça reste quand même flippant. Donc il y a encore un petit peu d'imagination dans Les Dents de la Mer deuxième partie. C'est juste que c'est un petit peu secondaire, mais dans cette scène-là, j'adore le fait que Eddie est complètement poussé au-dessus de l'eau et qu'il va s'écraser. Encore une fois, cette scène, elle est très efficace, même aujourd'hui. Je pense aussi à la mort de cette jeune fille là, qui surveillait Sean et qui a essayé de lui sauver la vie quand le pauvre gamin est tombé dans l'eau et qu'il essayait de remonter sur un bateau beaucoup plus loin, en paniquant, et qu'elle l'a suivi, elle a été dans l'eau malgré le requin pour essayer de l'aider à remonter, et le fait de l'aider à remonter, bah, ça lui a coûté sa vie, avec cette scène géniale où le requin est filmé de dos, de l'arrière, et qu'il la gobe en entier. Alors évidemment, il l'a pas gobé en vrai, ils ont juste tiré l'actrice sous l'eau au moment où le requin avance, et t'as l'impression avec l'illusion d'optique qu'il a complètement engouffré la nana. Mais cette scène-là aussi, elle est très marquante. Et tout ça, ça se suit. À chaque fois que le requin il est là, ça marche très bien, et c'est super bien foutu. Et encore une fois, j'ai du mal
je trouve que ce film est vraiment trop sous-estimé. Et puis la mort du requin dont je vous ai parlé, je la trouve aussi époustouflante, aussi flippante, aussi maîtrisée que la bouteille que tu exploses dans le premier. Le fait qu'il aille sur l'eau, à même l'eau sur cette petite barque avec ce câble électrique, je trouve que c'est super bien trouvé quand même, parce qu'à la base, il voulait tuer le requin avec les hélices d'un hors-board, avec d'un bateau. Il lève les pales de l'hélice au dernier moment et là tu tues le requin comme ça. Ça aurait été moche, ça aurait été beaucoup moins bien je pense. Dans Les Dents de la Mer, ce qu'on veut voir à la fin du film, c'est comment tu tues le requin quelque part. Et dans le premier et dans le 2, les deux morts sont géniales. On parlera du 3 et du 4 la prochaine fois. Mais, si je résume tout le film, pour moi les scènes d'action sont tout aussi bien, le duel final avec le requin est tout aussi bien, le personnage de Brody a une très bonne évolution, l'ambiance est toujours là, elle est différente, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Si Les Dents de la Mer 1 c'est 20 sur 20, pour moi Les Dents de la Mer 2 c'est au... Je l'ai dit, ça y est, c'est 15 sur 20 minimum, peut-être même 16. En tout cas, moi je trouve que c'est un très bon film. C'était pas un film culte, c'était pas un chef-d'œuvre, c'est une très bonne suite intelligente qui sait ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut faire pour compenser, pour garder un minimum d'intérêt. Sauf que tu peux pas faire ça encore et encore et encore, et c'est pour ça qu'on arrivera au naufrage des Dents de la Mer 3D et des Dents de la Mer la revanche, mais ce sera le sujet de la prochaine fois. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les Dents de la Mer 3D et sur les Dents de la Mer la revanche, où on va beaucoup s'amuser, n'hésitez pas à clocher la cloche de notification pour ne pas les rater, de partager la vidéo des Dents de la Mer deuxième partie si elle vous a plu, et surtout de vous abonner à ma chaîne pour manifester votre soutien et aider la chaîne à se développer. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une vidéo sur les Dents de la Mer 3D ou les Dents de la Mer 3, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.